Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à vous, chers auditeurs de Geek en série, c'est Faye toute seule, et oui, qui est là pour vous proposer une nouvelle émission. Je profite que James soit parti en vacances sans moi, et oui, de temps en temps, ça fait un peu de bien de se retrouver toute seule, mais j'en profite parce que je voulais parler avec vous d'une série, une série culte des années 90, qui est Dr. Quinn. Pourquoi j'ai choisi de profiter de cette absence de James pour vous en parler? Déjà parce qu'il n'aime pas cette série, mais aussi parce que je suis retombée en fait sur une des multiples rediffusions de cette série qui en gros qui prend la suite des rediffusions de La Petite Maison de la Prairie sur les chaînes du groupe M6. Et donc cet été, je me suis refait comme ça des épisodes de Dr. Quinn, et il y a pas mal de choses qui m'ont sauté aux yeux, et du coup j'avais envie d'en parler avec vous. Donc je profite de cette occasion pour vous partager ce que j'ai ressenti en redécouvrant la série, et je me suis rendu compte que c'était pas signé que le souvenir que j'en avais gardé, et que souvent des choses qui reviennent quand on en discute autour de cette série, il y a quand même pas mal de choses très très intéressantes et toujours d'actualité de nos jours. Donc voilà, on va en parler tous ensemble. Avant ça, je vous rappelle quand même que si vous voulez réagir à l'émission, discuter avec nous proposer pourquoi pas des séries, nous poser des questions ou nous soutenir encore, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram en tapant James et Faye, comme ça vous avez toutes nos émissions. Si vous voulez vraiment que Geek en série, sur Twitter c'est Geek en série tout court, et sur Facebook c'est Geek en série le podcast. Enfin, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes en mettant 5 étoiles, ou bien encore venir discuter avec nous sur le Discord. Et si jamais vous voulez également peut-être nous aider à améliorer le matériel, à pouvoir développer d'autres programmes ou autres, comme par exemple James qui a repris les vidéos, on a pu utiliser un peu ce qu'on avait sur le Tipeee pour nettoyer le matériel, réactiver certaines choses. Donc ça nous aide toujours, même que rien que pour par exemple entretenir le site. Donc n'hésitez pas, pour le prix d'un café, vous pouvez également nous aider. Mais le plus important, ce qu'on aime surtout, c'est échanger avec vous. Donc j'espère que cette émission que je vais faire en solo vous donnera envie de venir discuter avec moi, réagir et parler tous ensemble des aventures du docteur Michael Quinn. Et donc c'est parti. Tout le monde disait qu'une femme médecin ne pourrait pas survivre seule à la limite des terres colonisées. Mais j'étais bien décidée à lutter de toutes mes forces. Je n'étais plus seule maintenant. J'avais une famille, et c'était sans doute le plus grand défi de ma vie. Commençons un peu par planter le décor. Donc cette série a été diffusée sur la chaîne CBS aux États-Unis de 93 à 98. En France, elle a été diffusée, je pense à peu près, si je me rappelle bien, 94-95 à peu près, sur M6. Alors moi je l'ai découverte quand à la première diffusion, ça passait en fait le mardi soir. Donc le mardi soir, on avait un coup une saison de Dr. Quinn et un coup une saison de Lois et Clark. Ça passait à 20h50 et on avait à chaque fois 2 épisodes. Donc c'est une série où j'ai beaucoup de souvenirs, de soirées passées avec ma sœur, de rigolades, de moments forts quand même. Il y a des épisodes qui sont quand même assez tristes. Enfin, il y avait beaucoup de choses. On va voir ça en détail, ne vous inquiétez pas. Donc je disais, la série a été créée donc par Beth Sullivan, donc une femme. Bon, elle n'a pas fait trop d'autres projets autour, mais Dr. Quinn c'est vraiment son œuvre. Et j'ai appris en préparant l'émission un petit détail, sympathique que je partage avec vous. À l'époque de la création de la série, elle était mariée avec Jim Nobelok, qui jouait en fait le personnage de Jack Slicker, qui est le maire de Colorado Springs, la fameuse ville dans laquelle se passe donc notre histoire. Donc je trouve ça marrant, il y a pas mal de petits liens comme ça, vous verrez, on en parlera.
Donc la série compte 6 saisons, 142 épisodes donc en tout, et il y a 2 téléfilms qui ont été faits par la suite. On retrouve dans la série Jane Seymour, donc une talentueuse actrice voilà, qu'on adore, qu'on a vu dans plein de films. Donc elle était très connue parce qu'elle a été une James Bond girl aux côtés de Roger Moore. D'ailleurs je crois qu'ils sont amis. Elle a fait pas mal de films. Vous avez peut-être entendu parler d'elle si vous écoutez les podcasts de l'ami Draven sur Battlestar Galactica, puisqu'elle a joué dans la première série de Battlestar. Après, elle a fait énormément de films, elle a fait des téléfilms, des apparitions dans d'autres séries. C'est aussi une artiste, une peintre, voilà, donc elle fait pas mal de choses. Elle a pas mal d'amis célèbres. D'ailleurs, tiens, petit fait intéressant, j'ai vu que les parrains de ses jumeaux dont elle était tombée enceinte durant le tournage de Dr. Quinn, c'était Johnny Cash et Christopher Reeves. Et d'ailleurs, dans la série, on peut voir Johnny Cash qui joue le rôle d'un marshal qui s'appelle Kid Cole, avec justement sa femme qui joue, je crois, Sir Roots. Donc vraiment, voilà, des amis, une ambiance très familiale dans cette série. Ensuite, on retrouve Joe Lando dans le rôle de Byron Sully. Alors moi j'appelle Joe Bicyclette à cause d'une fameuse scène où à un moment l'acteur doit jouer le gars qui ne sait pas faire du vélo. Et en fait cette prestation m'a tellement fait rire que du coup je l'ai appelé Joe Bicyclette. C'est purement personnel, mais comme ça vous comprendrez pourquoi des fois avec James on fait cette petite blague. En tout cas sachez que on a vu l'acteur apparaître dans le 4e film de Star Trek. Regardez bien, vous le verrez. Il avait fait après Dr. Quinn une série qui s'appelait Cœur Rebelle. Et si je ne me trompe pas, il me semble que dedans, il y avait un jeune Hayden Christensen. Si je ne me trompe pas, vous me direz ça dans les commentaires. Sinon, après, on l'a aperçu dans pas mal d'autres séries. NCIS, la nouvelle version de Melrose Place, Amour, Gloire et Beauté en 2018. Et oui, il faut bien continuer à manger, comme on dit. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre acteur qui est un visage connu, mais qui est aussi un acteur qui est décédé vraiment là dernièrement. C'est vraiment le hasard de l'actualité. Puis quand je dis on va faire bientôt un épisode de Dr. Quinn, on a appris son décès. Il s'agit d'Orson Bean qui jouait le rôle de Monsieur Bray. Et en fait, lui, c'est un visage assez connu. Vous avez pu l'apercevoir dans Desperate Housewives. Vous avez pu peut-être l'apercevoir dans How I Met Your Mother. Il a aussi doublé la voix de Bilbo le Hobbit dans le dessin animé qui avait été fait. Donc voilà. Et c'était quelqu'un... j'ai appris d'ailleurs en regardant un peu des articles sur lui, que justement il avait été victime du macartisme. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ces fameux procès où justement on mettait des gens sur des listes noires parce qu'on pensait qu'ils étaient affiliés au Parti communiste. Et en fait j'ai appris que à l'époque donc de ces fameux procès, il s'était retrouvé sur une liste noire juste parce qu'il avait une relation avec une personne qui était soupçonnée d'appartenir d'être sympathisante, on va dire, des communistes, quoi, en quelque sorte. Donc je trouve qu'il a une vie quand même pas mal intéressante. Je vous invite à essayer de vous renseigner un peu sur lui. Et voilà, donc vraiment c'est vrai que quand c'est des visages avec qui on a grandi et tout, ça fait toujours un petit quelque chose. Je pense à sa famille, notamment sa femme qui jouait dans Dr. Quinn. Encore une anecdote intéressante. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Dr. Quinn et en fait sa femme joue le rôle de Marjorie, la sœur de Dr. Quinn. Donc je crois que c'est sa grande sœur, c'est ça si je me rappelle bien. Donc voilà, encore une anecdote intéressante de Dr. Quinn. Et voilà, c'était un peu dur, on va dire. Voilà, vraiment, je voulais rendre hommage à cette figure qui avait toujours ce côté un petit peu ronchon, un petit peu rigolo. Donc voilà, il va nous manquer. C'est bête de mourir dans ces conditions-là, dans des accidents. C'est toujours soudain, inattendu. En tout cas, pensez à toute sa famille. On va essayer de reprendre un peu plus gaiement le reste de l'émission. Dans la série, un autre personnage intéressant, c'est Chad Allen qui jouait le rôle de Matthew Cooper. En fait, lui, il a fait des apparitions dans des téléfilms, dans des séries, mais c'est surtout en fait quelqu'un qui, dans les années 90, à l'époque où il tournait Dr. Quinn, a fait son coming out. Et c'est vrai que dans les années 90, c'était un peu plus difficile que maintenant. Et il avait eu à l'époque, je me rappelle, j'avais lu plusieurs articles, des choses comme ça, je sais que ça lui avait mis des bâtons dans les roues au niveau de sa carrière. Donc c'est vrai que c'était pas facile à l'époque quand même de se présenter ouvertement homosexuel.
Et d'ailleurs, il est devenu par la suite quelqu'un de très engagé et qui essaie de faire beaucoup, voilà, pour la communauté. Il travaille pas mal avec des journaux aux États-Unis justement qui sont spécialisés dans cette question-là. Donc vraiment quelqu'un de très engagé. C'était assez intéressant de justement le découvrir un peu plus au-delà que du simple rôle de Matthew. On reparlera après des personnages, vous inquiétez pas. Ensuite, dans la série, alors on a eu un cas intéressant, c'est-à-dire que pour le personnage de Colleen Cooper, on a eu 2 actrices. On a eu d'abord Erica Flores et ensuite Jessica Bowman. Alors en fait, pourquoi ça a changé ? Alors on a plusieurs explications pour ça. Quand j'ai regardé sur internet, première explication, c'est que le père d'Erica Flores voulait renégocier le contrat de sa fille et voulait qu'en gros elle gagne plus, et NBC, excusez-moi, et CBS, en gros, l'ont envoyé se faire voir ailleurs, comme on dit. Et il y a une autre explication, c'est que peu de temps avant qu'elle s'en aille, il y a un fameux épisode dont on reparlera plus tard, où en fait le personnage de Colleen se fait harceler sexuellement à l'école parce que elle a une grosse poitrine. Et apparemment, cet épisode n'aurait pas plu au père de l'actrice, qui en fait aurait souhaité que sa fille parte de la série. Donc il y a ces 2 explications là, je ne sais pas laquelle est vraie, laquelle fait partie de ces légendes hollywoodiennes. En tout cas, mystère et boule de gomme. Enfin, un autre perso intéressant. On va dire que c'est un jeune acteur qui n'a pas fait grand chose après et qui joue pour moi l'un des personnages les plus agaçants de la télévision, autant que Lisa Simpson. Donc il s'agit de Sean Tuohy, qui joue le rôle de Brian Cooper, le fameux Brian. On y reviendra, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, lui il n'a pas fait grand chose en dehors de cette série. Ensuite, je peux pas vous détailler tout le casting parce qu'il y a énormément d'acteurs, mais vous avez beaucoup de visages connus de la télé, où vous allez retrouver dans des films. L'acteur par exemple qui joue Jack, vous avez pu l'apercevoir notamment dans le King Kong de Peter Jackson au début, il fait partie d'un des actionnaires qui regarde les petits bouts d'essai. Sinon, un visage connu, c'est l'acteur qui joue, alors attendez, je vais vous retrouver son nom, l'acteur qui joue ça y est, on commence mal les enfants. On commence mal. L'acteur qui joue Horace Bing, qui s'appelle Frank Collison, c'est un acteur qui a quand même un physique spécial, une tête qu'on retient, et on le voit dans énormément de films. Et je me rappelle quand j'étais allée voir Le Village de Night Shyamalan, je l'ai vu surgir et j'étais avec mon père d'ailleurs sur ce film. Tous les deux on a hurlé ah c'est Horace, voilà. Non mais vous voyez, si vous entendez une fille qui dit ah c'est machin avec le nom d'un perso obscur d'une série, c'est moi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal quoi. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de gens qu'on a vus dans énormément de séries. Vous inquiétez pas, vous les reconnaîtrez, il n'y a pas de souci. Il y a aussi pas mal d'acteurs qui ont fait plusieurs rôles au sein de la série. Notamment, je pense à Jason Leland Adams, qui joue Custer et qui revient un peu plus tard dans le rôle de Preston. Il y a aussi le personnage qui joue Andrew, Brandon Douglas, qui en fait apparaît une fois dans la série, fait un rôle d'un petit malfrat et qui réapparaît plus tard dans le rôle d'Andrew. Même la sœur de Dr. Quinn, donc qui jouait donc Marjorie Quinn, en fait au départ elle apparaît dans la série dans le rôle d'une prostituée dans le saloon de Hank. Donc voilà, donc c'est marrant, je trouve ça marrant. Voilà, l'actrice c'est Ellie Mills, donc qui est aussi la femme de Orson Bean, pour vous résumer tout ça. Donc du coup, avant de partir un peu plus loin dans tout ce merveilleux voyage qui est la vie fascinante du docteur Michael A. Quinn, j'ai envie de vous faire un petit pitch quand même pour ceux qui auraient oublié de quoi parlait cette série. Donc cette série, c'est l'histoire du docteur Michael A. Quinn, femme médecin, qui quitte son Boston natal parce que là-bas les femmes en tant que médecin pour faire carrière c'est difficile. Donc elle décide de prendre son courage à deux mains à la suite du décès de son père avec qui elle travaillait et de partir vers les terres sauvages, vers l'ouest et s'installer là-bas. Donc au début, elle va avoir un peu de mal parce que c'est vrai qu'elle est habituée à la ville. Donc là, il faut qu'elle s'habitue à ce côté un peu plus Far West. Elle va devoir aussi s'imposer auprès de la ville de Colorado Springs dans laquelle elle s'installe. Et très vite, nouvelle tuile, c'est qu'elle se lie avec
avec Charlotte Cooper qui tient en fait une pension de famille dans la ville et qui est une femme qui a été abandonnée par son mari accro au jeu. Et elle a 3 enfants, donc Matthew, Colin et Brian. Et manque de peau, Charlotte va mourir et avant de mourir elle lui dit Hey Michaela, t'as des sous, je te lègue mes gosses. Donc voilà, elle se retrouve avec une famille et comme elle le dit dans le générique, c'est le plus grand défi de sa vie parce que mère célibataire, docteur, c'est quand même pas mal de choses à assumer. En plus, on va voir tout au long de la série qu'elle va apprendre à connaître les Cheyennes grâce à Byron Sully, qui est un homme, il n'a pas vraiment de situation professionnelle, hein, c'est un peu le SDF de la ville, on peut le dire comme ça. Non, mais il erre beaucoup entre les Cheyennes, la ville, il fait des petits boulots par-ci par-là pour quand il a besoin de quelque chose de précis. Sinon, il pêche, il chasse, c'est vraiment genre l'homme sauvage. Et il a une histoire plutôt triste, c'est-à-dire qu'au départ, on va l'apprendre très très vite dans la série, Byron Sully était marié avec la fille de Monsieur Bray, et oui, encore lui. Donc Monsieur Bray, c'est celui qui tient à l'épicerie du village, c'est le petit vieux ronchon. Et en fait, donc il était marié avec la fille de Monsieur Bray et ils allaient avoir un enfant, mais malheureusement, il a perdu et l'enfant et sa femme. Et du coup, il a mis très très longtemps à s'en remettre. Et c'est en fait sa rencontre avec les Cheyennes qui l'a aidé à s'en sortir. Et du coup, depuis, il essaye d'aider ce peuple-là, de les protéger. Parce qu'on sait que à l'époque où se passe Dr. Quinn, c'est quand même dans les années 1800. 1800, je crois, 50. Enfin, 80. Je sais plus exactement où ça se passe, mais enfin, voilà. À peu près au moment où il y a le train et compagnie. Donc voilà, à cette époque-là, c'était dur parce qu'on avait... on avait tout ce contexte historique et d'ailleurs moi c'est cool parce que avant de voir Dr. Quinn à cette époque-là en 93-94, j'avais 11-12 ans, on connaissait pas trop toute cette histoire un peu là des États-Unis avec ce qu'avait fait l'armée sur les Indiens et tout, et c'est vrai que tout ce contexte historique dans Dr. Quinn m'intéressait beaucoup parce qu'on voyait un peu toutes les horreurs qui ont été faites aux natifs américains. D'ailleurs on devrait pas dire indiens mais natifs américains. Alors que ils étaient là avant et qu'il y aurait des moyens de si les gens communiquaient, il y aurait eu des moyens de coexister parce que Dr. Quinn justement elle va apprendre à connaître leur culture, à voir qu'il y a des choses intéressantes même du point de vue de son métier puisqu'elle va apprendre la médecine indienne et ça va la servir pour son métier à elle de médecin. Elle va voir qu'il y a des choses qu'on peut goupiller avec la science que pratiquée à l'époque et du coup elle a du mal à accepter ce qui se passe. Elle va vraiment lutter aux côtés de Sully pour essayer de les aider, ces Cheyennes, parce qu'elle voit que c'est surtout des familles comme elle, comme les gens de la ville et tout, et qu'elle comprend pas qu'ils se fassent persécuter autant. D'ailleurs, il y aura des choses assez tragiques, on en reparlera dans la partie spoiler. Même si la série est vieille, je vais essayer quand même dans la première partie de ne pas trop divulgacher certaines choses, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais regardé la série, parce que c'est vrai que quand même elle a un aura un peu cucu du fait du doublage principalement, et puis du côté un peu histoire d'amour, mais elle est pas si cucu que ça. Après le doublage est drôle, ça je vous le concède, mais au final en l'ayant revu c'est pas si cucu que ça, donc je vais essayer quand même de vous convaincre. Donc voilà en gros le pitch de Dr. Quinn. Avec le fil rouge, c'est quelqu'un qui va vivre dans l'Ouest, qui va nous montrer la vie dans l'Ouest, qui va nous faire découvrir des choses d'un point de vue historique, des choses d'un point de vue de la vie de tous les jours, des choses d'un point de vue aussi de la femme, de la position de la femme à l'époque. Donc ça va être assez intéressant. C'est une série qui va aborder beaucoup de thématiques et des thématiques plutôt fortes et plutôt, je trouve, osées pour une série familiale dans les années 90. Enfin... En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en la revoyant. Ça m'avait pas frappé à l'époque, mais en fait, ça m'a vraiment frappé là en le revoyant et en comparant avec d'autres séries qu'on a étudiées. Et... Donc voilà, donc vraiment, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Donc je me répète encore, mais c'est comme ça. Du coup, je vais continuer à vous présenter la série. Donc c'est une série qui est pas vraiment, enfin qui va être feuilletonnante sur l'histoire des Cheyennes sur certains points, sur certains épisodes, mais c'est une série que vous pouvez voir un épisode par-ci par-là, vous serez pas perdu, hein, non, ça pour ça non. C'est une série aussi qui, un peu comme des fameuses séries des années 80 dont on avait parlé, a gardé un peu ce côté de structure d'épisode qui revient, c'est-à-dire que un épisode ça va être comme ça.
on va avoir une intro où nos persos, font une blagounette, profitent de la vie ou un truc comme ça. Il va y avoir un élément déclencheur, donc soit un patient qui va tomber malade, quelqu'un qui arrive en ville, un accident ou autre, générique. Et là, on a Dr. Quinn qui va commencer à se mêler de l'histoire. Bon, si c'est un cas, elle va vouloir soigner. Il va toujours y avoir une partie où il faut qu'elle rappelle qu'elle est médecin, avec toujours quelqu'un qui va dire « Quoi ? Une femme médecin ?» Voilà, ça c'est un peu maladroit. Une partie où elle va devoir lutter pour soigner, essayer de trouver une solution. Et la dernière partie où ça va être la partie, on va dire, reconnaissance, où elle va résoudre le problème et on va dire ah bah oui c'est vrai quand même, elle a bien fait les choses et tout. C'est les épisodes qui cassent un peu cette thématique là sont un peu plus rares, mais quand ils font ça ils sont quand même très marquants, très très forts, parce qu'ils vont apporter quelque chose justement à la série. Et je peux pas en parler sans trop divulgacher, donc on reviendra sur ces épisodes là. Mais c'est vrai que voilà, ce côté un peu structure, c'est répétitif parfois. Il y a certains épisodes où on va avoir clairement un manque de rythme, où parfois on va avoir l'impression que des choses se répètent. Et c'est là que le doublage français finalement, je trouve, rentre en jeu, parce que il arrive à donner quelque chose de comique à la série. J'adore le doublage de Dr. Quinn. Alors il faut que je vous retrouve le nom de la doubleuse, parce que je trouve qu'elle fait un super travail. Alors voilà, la doubleuse de Dr. Quinn, c'est Evelyn Selena. Et vraiment j'adore, parce qu'elle arrive à avoir une puissance, à avoir des fois un côté ingénu. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Après, ce qui est très très drôle aussi dans les doublages, c'est écouter les doublages des figurants. C'est-à-dire que des fois on va avoir des scènes et puis voilà, ils doivent mettre des petits doublages de figurants, pas vraiment de figurants, mais des gens en arrière-plan. Et il y a des fois c'est super drôle. Et un des trucs qui m'a marqué, c'est à un moment il y a un mariage entre deux personnages et il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien. Et derrière on entend les doubleurs qui font « Oh quand même, pas un jour pareil !» Mais c'est tellement en fait mal joué que on devrait être indigné, on devrait être pas bien, c'est là. Et en fait j'ai éclaté de rire. Et à chaque fois que je revois cette scène, ça me fait toujours autant rire. Donc voilà, j'adore les doublages. C'est vraiment ça. Ouais, ça rajoute vraiment un côté con. Et des fois, ça fait du bien. Alors il y a des fois, ça gâche un peu quand on a des épisodes qui sont très chargés en émotions. Mais la plupart du temps, voilà, c'est rigolo. Puis ça donne ce côté un peu désuet, années 90. Mais vraiment, regardez-la. En français, profitez des rediffusions. Je crois qu'actuellement vous pouvez le voir sur, je crois que c'est Sister, si je dis pas de bêtises. Vous vérifierez, en tout cas c'est sur une des chaînes du groupe M6, soit c'est Eva, soit c'est Sister, soit ça passe sur W9, enfin ça change tout le temps. Avant c'était tout le temps sur la 6, c'était vraiment un roulement de tambour avec la petite maison dans la prairie. Donc voilà. Après on a pas mal au niveau des personnages. Alors on va avoir pas mal de personnages qui peuvent sembler caricaturaux. C'est-à-dire qu'ils vont... par exemple, je prends le cas du personnage d'Horace. C'est le pauvre gars de la ville. Il a toutes les maladies qui peuvent passer dans la série. Il va les choper. Il est vraiment pathétique. C'est vraiment le personnage qui va y arriver tous les pires trucs du monde. Et même quand on croit que il arrive des choses bien, ça va mal finir. Et je trouve qu'il est pas hyper développé. Mais en fait, il va être un instrument pour pouvoir parler de pas mal de thématiques. Par exemple, on va avoir à un moment une thématique liée à lui qui est celle de la dépression, qui était quelque chose qui était pas trop... on n'en parlait pas trop à l'époque et tout. Enfin, moi, c'est vrai que cet épisode-là m'avait marqué. Et j'avais trouvé que c'était plutôt bien fait, parce que ça expliquait déjà comment à l'époque on voyait cette maladie-là. Et à la fin de l'épisode, on avait un encart qui expliquait comment maintenant elle était perçue. Donc je trouvais que c'était intéressant. Après c'est dommage que des personnages comme Horace soient pas plus développés, parce qu'on pourrait avoir des choses intéressantes peut-être derrière ça. Et voilà, c'est dommage qu'on ait des persos qui soient juste des persos prétextes. Après on va avoir des personnages plus forts, qui vont être des personnages un peu secondaires. Donc je pense notamment à Monsieur Bray. Donc le revoilà, le fameux Monsieur Bray, qui est un personnage intéressant.
à la fois je vais bien l'aimer et à la fois je vais m'en méfier aussi. C'est-à-dire que c'est le vieux qui représente un peu l'ancien temps. Et il a tendance un peu à se faire... à être prisonnier de ses préjugés. C'est un personnage qui est pour moi clairement raciste. Il y a même un épisode sur le Ku Klux Klan où justement il va intégrer le Ku Klux Klan alors que oui, dans la ville il y a des gens noirs. Il va même manger dans un resto qui est tenu par un noir, mais souvent il va lâcher des petits commentaires qui me dérangent. Alors qu'on sent que le gars, la plupart du temps, il a l'air d'être sympa, ça a l'air des fois d'être le petit, le sage des fois qui va aider ses amis ou autre, mais il va avoir toujours un comportement qui parfois est limite. J'arrive pas à le cerner et c'est souvent lié justement, ça va être lié aux Indiens, ça va être lié aux Noirs, ça va être lié aux Juifs, ça va être lié aux Chinois. Enfin, dès qu'il y a un étranger quelque chose, c'est Monsieur Bray le raciste. Et on pourrait s'en tenir qu'à ça et se dire c'est un perso prétexte du vieux râleur, du vieux con. Mais derrière ça, on a un personnage qui est intéressant et qui est très très triste. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, il a perdu sa fille, il perd ensuite sa femme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une histoire avec la sœur de sa femme, donc qui est le personnage de Dorothy, qui va arriver un peu plus tard. Et c'est une histoire un peu tragique. Enfin, on voit que c'est un personnage qui pourrait, qui aurait pu se laisser mourir 56 000 fois, mais qui reste quand même fort. Mais qui est là, qui est triste et qui trouve des petits moyens comme ça pour rester. Et c'est vrai qu'un de ces moyens-là, ça va être sa relation avec Brian. Donc, c'est-à-dire que Brian, toutes les 5 minutes, il le voit comme un grand-père, mais toutes les 5 minutes, il va le voir genre « Eh, Monsieur Bray, pourquoi il y a ça ? Eh, Monsieur Bray, pourquoi les Chinois, on les tue ? Eh, Monsieur Bray, pourquoi... » En fait, il va poser plein de questions gênantes à Monsieur Bray. Alors, surtout sur le racisme, je pense que c'est peut-être pas la bonne personne à qui parler un peu de tolérance et de choses comme ça. Mais bon, en tout cas, il le voit comme un grand-père, et c'est cette relation-là qui, quelque part, je pense... permet au personnage de Monsieur Bray de pas tomber dans la mélancolie, surtout que plus tard il va s'attacher à un autre personnage et qui va perdre ce personnage-là. En fait, Monsieur Bray, je me demande au final si c'est pas un serial killer, parce que entre sa femme, sa fille, sa deuxième compagne et d'autres gens, ça commence à faire beaucoup quand même. Je sais pas. Brian, attention, j'ai envie de dire. Non, mais c'est quand même un personnage qui est attachant, qui est intéressant malgré ses quelques petits défauts. Dans les autres personnages que je retiens, que j'aime plutôt bien, il y a déjà le gérant du saloon, donc Hank. Il pourrait être détestable à fond, parce que je veux dire, c'est un proxénète, il traite mal ses employées féminines. Enfin, vraiment, c'est un petit con. Mais c'est toujours le perso, en fait, qui va avoir des petits traits d'humour, qui n'hésite pas à titiller Dr. Quinn, mais pas méchamment, au contraire, parce que souvent, ça l'aide, il y a une espèce de respect qui se construit entre eux, même d'amitié. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à lui dire non mais là tu vas trop loin, tiens là je me moque de ton attitude, et en fait à chaque fois ça a un effet sur Dr. Quinn, ça fait que ça l'aide aussi à évoluer quelque part, et je trouve ça intéressant. Et c'est pareil, lui derrière il a une histoire qui est on sent que la vie dans l'Ouest c'est compliqué, il a une histoire de famille compliquée, on voit que c'est quelqu'un qui est pas heureux aussi, mais voilà, il est quand même attachant, tout en étant clairement un espèce de comic relief, voilà, le petit tatilleur. Mais bon, quand même, c'est un personnage qu'on va retenir et qu'on va aimer. Et le personnage de Jake, enfin, pour finir, qui est le maire, alors lui, c'est pareil, c'est un personnage... ça peut être un petit con, c'est-à-dire qu'il est très très pote avec Monsieur Bray, et souvent il va avoir tendance à le suivre dans ses conneries. Mais on voit que c'est quelqu'un surtout qui est en lutte permanente contre ses démons, qui est en grande souffrance. C'est-à-dire que c'est un personnage, son passif, et d'ailleurs ça va revenir plusieurs fois dans la série, on en parlera, il y aura des utilités de ça, mais c'est quelqu'un qui a été battu dans son enfance par un père qui était alcoolique, et qui se retrouve à être devenu alcoolique aussi, parce qu'il ne savait pas comment gérer ses problèmes, son mal-être. Et... du coup, on va avoir des épisodes qui vont être concentrés sur ça aussi, qui permet aussi d'apprendre un peu plus sur voilà, le comportement des gens qui sont accros à l'alcool, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Enfin, c'est-à-dire que quelque part, oui, on peut essayer d'aider, mais c'est leur problème, et on peut pas faire plus que d'essayer d'offrir un soutien, ou voilà, dans le cas de Dr. Quinn, essayer de le soigner, mais après la solution peut venir que de lui. Et
du coup, ben, c'est vrai que moi à l'époque, c'est pareil, quand t'es jeune, tu vois pas trop de choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, Dr. Quinn, ça permettait d'apprendre sur plein de sujets. Et le personnage de Jake était intéressant pour ça, parce qu'on le voit comme un bourru, comme quelqu'un d'idiot, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui est gentil, mais qui a du mal à le montrer, qui a du mal à faire confiance de par son passé. Et ça va être intéressant de voir son évolution au fur et à mesure de la série, de par justement ses interactions avec Michaela, avec les autres personnages. Donc c'est un personnage aussi qui est attachant. Ensuite, il y a d'autres personnages, mais je pense que je vais en parler un peu plus en détail dans la partie spoiler. Donc voilà, on a plein de visages dans cette ville qui sont intéressants, j'ai envie de dire, qu'on va retenir. Certains qu'on va détester, comme Brian. Alors, tiens, je vais en profiter, point Brian. C'est le petit gamin affreux. Je le compare à Lisa Simpson, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. C'est le gamin qui est hyper moralisateur, qui va toujours dire ah mais pourquoi vous faites ça, pourquoi machin, mais ça c'est pas bien, et pourquoi on fait pas comme ça. Enfin, c'est toujours celui qui va être moralisateur, mais dans le mauvais sens du terme. C'est vrai que lui-même il comprend même pas, et il se permet d'aller juger les autres sans avoir toutes les pièces, ou alors il va poser une question qui dérange et tout, et souvent je trouve qu'il casse un peu l'enchaînement, les dialogues. Enfin, je trouve qu'il est lourd en fait, ce personnage. Je pense qu'on aurait pu le virer de la série, ça m'aurait pas gêné. C'est vraiment voilà, je vous dis, ces personnages comme ça de petits gamins, je sais tout, donneur de leçons, c'est chiant. En plus, souvent il fait des conneries, c'est sa faute s'il y a un personnage qui meurt. Enfin bon, je ne le supporte pas, vous l'aurez compris. Non mais voilà, c'est ce genre de personnage typique qu'on a vu dans d'autres séries, même des années 90. On a toujours un personnage comme ça, un peu énervant. Non mais je pense que ouais, la comparaison à Lisa Simpson me convient tout à fait. Écoutez, je vous propose qu'on aille dans la partie spoiler, parce que j'ai vraiment envie de vous parler un peu de tout ce qu'aborde la série et qui m'a touchée en la revoyant. Et je pense que ce sera mieux en citant les épisodes. Alors oui, je sais que cette série, elle a quand même plus de 20 ans. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas savoir. Donc si vous ne voulez pas savoir, écoutez, je vous invite à mettre sur pause, allez pourquoi pas regarder des épisodes sur une des chaînes du groupe M6, et de revenir après. La série elle est aussi disponible en DVD, ça se trouve pour pas très très cher. Et si vous vous en foutez, que vous voulez spoiler, restez, il n'y a pas de souci. Si vous avez vu et que vous voulez entendre, je suis très très contente de vous inviter à rester aussi. Donc voilà, c'est parti pour la partie spoiler. Alors la série, en fait, une des grosses thématiques de la série, c'est quand même la femme, le féminisme, la place de la femme à l'époque. Mais ça parle aussi de la femme des années 90, et bizarrement, il y a beaucoup de choses qui parlent de la femme des années 2020. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent. Alors déjà, la première, quand même, c'est le fait que Dr. Quinn, c'est une femme médecin. Et pourquoi on dit femme médecin? Je vous l'ai pas dit d'ailleurs. Et c'est parce que Bison Noir, le chef Cheyenne, lui a donné ce nom. Donc Medicine Woman, c'est son nom Cheyenne en fait, parce qu'elle l'a soigné dans le premier épisode. Il a dit tiens, je vais te donner un nom. T'es une femme, t'es médecin, tu seras femme médecin. Ah là, bravo les Cheyennes. J'adore. Magnifique, je vous aime tous. Donc voilà, donc c'est femme médecin. Et donc un des principaux thèmes de cette série, c'est que dans le 18e siècle, quand on était une femme et qu'on était médecin, c'était quand même super dur de se faire sa clientèle, parce que on voit très bien, elle est pas respectée. Souvent on met en doute ses diagnostics, on dit elle est folle, elle est hystérique, elle dit n'importe quoi. Enfin, vous vous doutez un peu de tout ce qu'on lui met dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont elle va s'imposer en tant que bonne professionnelle, et pas dire oui, regardez, je suis une femme. Non, c'est vraiment, elle veut montrer qu'elle est compétente, et pour ça elle va gagner le respect. C'est par son travail qu'elle va gagner le respect des gens, et ça je trouve ça cool, parce que c'est quelque chose, on en parlait dans la critique qu'on a fait de Bird of Prey, j'en parlais, mais c'est vrai que la meilleure réponse à donner quand on a des personnes qui viennent remettre en doute votre compétence, c'est par le travail. C'est de ne pas les écouter, de continuer à travailler et de montrer de quoi on est capable. Et c'est exactement ce que fait Dr. Quinn, et je trouve ça super cool de montrer ça. Justement, moi, la jeune fille que j'étais à l'époque, je trouvais ça super cool d'avoir ce personnage féminin
qui lâchait jamais l'affaire, qui trouvait un moyen de pouvoir montrer ce qu'elle savait faire. Et par exemple dans la série, d'ailleurs j'en parlais avec un de nos auditeurs, Stéphane, qui se rappelait de cette scène où justement dans les premiers épisodes, elle décide d'aller voir Jack, donc qui est donc maire / barbier de la ville / dentiste. Et oui, à l'époque, c'était comme ça. Et elle décide d'aller le voir et de lui parler comme un confrère en disant voilà, j'ai un souci à une dent, est-ce que vous pouvez regarder? Et il regarde, lui dit oui, il faut l'arracher, il y a une carie, c'est pas bon. Et elle lui dit écoutez, j'ai confiance en votre expertise, allez-y, arrachez-moi la dent. Ce qu'il fait, et là tout le monde voit en disant elle se fait arracher la dent, elle crie pas, c'est bien, machin, ça impressionne tout le monde. Et Jack lui est impressionné parce qu'il dit tiens, elle m'a pas pris de haut et elle a écouté ce que je dis. Mais nous, on apprend un peu plus tard quand elle revient pour aller voir Charlotte, elle lui dit non mais en fait j'avais rien à la dent, mais en faisant ça, il voit que je le prends pas d'eau en disant regardez, j'ai des diplômes, je viens de la ville et compagnie. Non, elle se dit en le traitant déjà comme ça, peut-être qu'il va m'envoyer plus tard des clients en retour, ou peut-être qu'il aura qu'il va prendre conscience que je me vois comme lui. Et c'est vrai que plus tard, justement, il va lui envoyer des gens. Et du coup, elle va pouvoir montrer ses compétences en montrant qu'elle est à l'écoute des gens, qu'elle cherche, qu'elle est compétente dans son métier, qu'elle arrive à bien soigner, qu'elle peut opérer, qu'elle peut faire plein de choses, et ainsi de suite. Et on va voir au fur et à mesure de la série qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont réticents, mais qui vont se retrouver à devoir se faire soigner par Dr. Quinn, notamment le fameux Monsieur Bray, qui est donc la grande figure de la ville, un peu le sage, et Monsieur Bray va avoir besoin d'une opération car il a une hernie, et il voulait pas du tout se faire toucher par Dr. Quinn et tout ça, et à un moment il fait un malaise, il n'y a pas d'autre choix, il faut qu'elle l'opère, et du coup là on a toute la ville qui observe par la fenêtre pour voir comment elle opère, un truc de fou. Mais du coup parce que il s'est fait opérer, il s'en est sorti et que lui reconnaît son talent, les gens vont dire si Monsieur Bray, propriétaire de l'épicerie, reconnaît les talents du Dr. Quinn, oui, je vais y aller. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et même quand elle retourne après à Boston, je crois que c'est dans la saison 2, c'est pareil, elle va jamais faire un caprice en disant ouais gna gna gna, faut que je fasse médecin. Non, elle va dire voilà, moi j'ai cette solution à proposer, regardez, j'ai fait des recherches, j'ai des faits scientifiques, voilà mon travail, j'ai déjà utilisé ça. Enfin, elle va toujours essayer de convaincre par des arguments et en montrant son savoir-faire. Et elle arrivera toujours à capter, il suffit de capter une personne pour que ça fonctionne. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça super intéressant de montrer cet aspect-là, parce que ça aurait pu être traité autrement, on aurait pu faire autrement. Là, je trouve que c'est bien de montrer que elle a choisi de faire ses preuves et de dire non, je suis médecin avant tout. Le sexe, on s'en fout, je suis médecin. Point. Voilà mes compétences. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a d'autres aspects du féminisme et de la féminité qui sont abordés dans la série. Comme je disais, on a des thèmes assez forts. On a un épisode qui marque justement l'arrivée du fameux personnage de Dorothy, donc la belle-sœur de Lorraine. Et cet épisode, en fait, va traiter des femmes battues. Et ça, quand même, c'est pas mal comme sujet. Donc, c'est-à-dire que l'histoire de Dorothy, c'est qu'elle est mariée à un alcoolique qui la bat. Et un jour, elle en a marre, elle se défend, elle lui met un coup de poing et elle s'enfuit pour aller voir donc son beau-frère. Et du coup, il y a ensuite un procès qui arrive parce que son mari est mort et on l'accuse à elle, alors qu'elle prouve, et Dr. Quinn prouve d'ailleurs par un examen médical qu'elle a été blessée, que il l'a battée et tout ça. Et en gros, on entend des commentaires de personnages des fois qui font oui, elle a mérité, un mari, il a le droit de faire ce qu'il veut sa femme et tout. Et il y a personne qui est compatissant avec elle en disant mais c'est une victime, elle s'est défendue, il ne devrait pas y avoir de procès. Et au final, la seule chose qui sauve Dorothy, c'est parce que Dr. Quinn, en utilisant la science, prouve que ce n'est pas elle qui l'a tué, mais l'alcool. Parce que comme il buvait, en fait, il avait une cirrhose du foie. Et en fait, c'est sa cirrhose qui l'a tué et pas le coup qu'elle lui a donné pour se défendre. Donc il n'y a que comme ça qu'elle arrive à s'en sortir, parce que sinon, elle était condamnée. Même si c'était une victime, elle était condamnée de s'être défendue. Et c'est quand même intéressant parce que c'est une thématique qu'on retrouve même encore maintenant. Il y a eu plein d'affaires où on a eu des femmes battues qui se sont défendues et qui se sont retrouvées en procès. Il y en avait même un en France, donc c'est quand même
voilà, c'est encore un sujet d'actualité et on voit à quel point, pour une femme battue, c'est dur de pouvoir sortir de cette situation. Et puis le regard des autres, le regard de la société, c'est quand même super dur, surtout à cette époque-là où vraiment c'était, on n'avait pas les avancées qu'on a maintenant. Donc je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce thème-là, de montrer comment c'était traité à l'époque et de voir le regard que nous, on pouvait avoir sur ça. Il y a d'autres, par exemple, j'en parlais donc quand je vous parlais de l'histoire de la première colline, donc il y a un épisode sur le harcèlement sexuel, vraiment c'est ça, c'est-à-dire que elle est à l'école, il y a un mec qui dit tiens, elle a des gros seins, et il arrête pas de la harceler en disant vas-y, je veux toucher, tu veux pas toucher, je vais te faire du harcèlement moral en mettant des dessins de toi avec des gros seins, en me moquant de toi, enfin il y a plein de gestes déplacés, et c'est un épisode, clairement c'était le MeToo avant l'heure. Je veux dire, c'est quand même fou dans les années fin des années 90, fin des années 90, d'aborder quand même ça, et la façon dont l'épisode est construit. Mais j'ai retrouvé beaucoup de choses. Ça m'a rappelé des épisodes de séries ou même des choses vues dans des films à cette époque qu'on vit actuellement, donc cette époque du MeToo. C'était absolument pas déplacé, et c'est fou de voir que ça rien n'a changé. C'est dingue. C'est complètement fou. Il suffit qu'un gars ait des vues sur une fille, oui, il peut faire des réflexions déplacées et autres, non, il faut rien dire. Alors que clairement, ça la met mal à l'aise, et même quand elle en parle avec Dr. Queen, elle lui fait comprendre que c'est pas bien, mais le problème c'est qu'on peut rien dire. Si on dit, c'est genre, mais il veut s'amuser. Donc encore une fois, je trouve cet épisode, c'est un épisode qui m'a marqué, parce que à l'époque, je comprenais pas qu'on puisse faire ça, en fait. Enfin, à l'époque, moi, je l'avais vu comme de la moquerie, du harcèlement, de la moquerie, mais j'avais pas vu tout ce côté, tout ce côté sexuel, ça m'avait pas autant touché. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est la série, elle a pas peur d'aborder quand même des thématiques comme ça. Sinon, au niveau de tout ce qui est féminisme, encore sur ce sujet-là, par exemple, on a quand même ce qui est très intéressant. C'est quand le personnage de la sœur de Dr. Queen, Marjorie, qui permet en fait d'aborder un autre aspect, c'est alors elle commence, elle est femme riche de Boston, elle a épousé un gars, et en fait quand Dr. Queen se marie, on apprend que son mari l'a quittée pour une prostituée, et en plus il lui a donné une MST, et ce qui est horrible, c'est que personne l'a plaint. On lui dit oui, t'avais pas ce qu'il fallait pour le retenir. Personne n'a plaint, alors que dans l'histoire, le salaud, c'est son mari. Et ce qui est fou, c'est que la société la juge. Elle peut même pas aller voir un médecin parce que elle a peur des réflexions qu'on va lui faire. Enfin, c'est super violent ce qu'il y a sur ce personnage. On comprend qu'elle soit énervée ou autre. Et c'est fou. Et ensuite, on a son évolution qui est intéressante, c'est-à-dire que finalement, de par la discussion avec sa sœur, de voir à quel point sa sœur, elle s'est émancipée, que c'est devenu une femme indépendante, que même si elle s'est mariée, elle reste quand même très indépendante, elle a pas besoin vraiment de son mec pour vivre, on est d'accord. En tout cas, ça l'a fait évoluer, et elle s'engage dans le combat féministe, dans les suffragettes. Elle veut que les femmes aient le droit de vote. On voit que elle va choquer, du coup elle va plus avoir peur de choquer la société, parce qu'elle veut la faire bouger. Tellement ce qu'elle a vécu, ça lui a fait mal, ça l'a blessée, elle a décidé de lutter et de changer les choses. Et on va la voir revenir souvent, justement, avec ce look un peu suffragette. Donc elle va porter des pantalons à choquer. Mon Dieu, elle a un pantalon, des tenues bizarres, elle fume le cigare, c'est pas bien et tout. Mais à chaque fois, elle vient, elle veut faire monter le droit de vote, elle veut pousser les femmes à créer leur propre affaire, à s'assumer. Enfin, c'est super intéressant de voir l'évolution de ce personnage. Quand on la voit au début apparaître, elle est très guindée, très dans le jugement sur sa sœur, en disant non, dis donc, t'es pas dans les carcans de la société, tu te laisses aller, tu fais des choses, tu parles avec des sauvages, c'est pas bien. Et puis quand on voit l'évolution où finalement elle est passée par la compréhension de ce que vit sa sœur, l'acceptation, et finalement trouver sa propre force en elle, je trouve ça super cool. Et c'est intéressant de voir aussi un peu les débuts de ce mouvement féministe, de voir tout ce qui a été fait, et c'est grâce à ces femmes-là si maintenant nous on peut voter, on peut s'exprimer plus librement, avoir plus de droits. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. Encore une fois, il y a un intérêt et historique et sociologique, et aussi un intérêt sur
sur les femmes, sur nous. Ça fait plaisir de parler de tout ça. Il y a un dernier épisode aussi qui m'avait beaucoup choqué à l'époque sur le sujet de la femme, aussi un sujet qui est pas trop abordé. C'est qu'il y a un épisode qui parle de viol. Il y a un épisode où il y a une jeune fille, une jeune ado qui se fait violer. Et c'est filmé, je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire que on voit une fille qui erre dans la ville au début, et il y a Sully et Brian qui s'approchent, on sent qu'elle a un peu peur, mais ils arrivent quand même à l'amener à Michaela. Et quand Michaela lui ouvre son manteau pour l'examiner et voir ce qu'elle a, parce qu'elle a des plaies à l'extérieur, des griffures et tout, elle s'aperçoit que elle a été agressée, et on voit le choc sur Colleen, qui est son assistante, parce qu'elle aussi c'est une jeune fille, ça pourrait être elle à la place de cette petite, et on voit qu'elle est choquée, elle fait mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et de suite Dr. Quinn la met dehors pour parce que c'est quand même violent quoi, et du coup elle s'occupe de cette petite, et on voit pareil la façon du traitement du truc. Ça parle aussi dans cet épisode, ça va parler de viol, et ça va parler aussi d'une autre thématique forte, qui est plus une thématique sociétale, qui est celle de la peine de mort, où ça va se poser la question de ça va poser la question de la peine de mort, surtout qu'aux États-Unis, voilà, on a des endroits où c'est encore pratiqué, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, parce que ça va parler vraiment de droit moral, ça va parler, pareil, comme je vous dis, cette thématique du viol, donc qui est déjà assez trouble, mais qui est plutôt bien traitée, où elle va expliquer, elle explique au père, le pauvre, qu'il faut surveiller les risques de grossesse, des choses comme ça. Le père est obligé de quitter la ville parce que tout le monde sait qu'elle a été violée, et du coup lui il a du mal avec le jugement de la société. Et en parallèle à ça, on a le violeur qui est arrêté et qui est condamné à mort, et on a le personnage de Colleen qui s'interroge, même si elle a été très choquée par le viol, elle s'interroge sur est-ce que on a le droit de condamner quelqu'un à mort, est-ce qu'il faudrait pas le laisser en prison, qui se pose plein de questions sur cette thématique-là, et je trouve que l'épisode, il y a pas vraiment de pathos ou autre, il y a vraiment plusieurs points, plusieurs réflexions, et je trouve que c'est bien fait, et ça aussi c'est une des forces de Dr. Quinn. Il y a vraiment, je trouve, c'est toujours, il va y avoir plein d'arguments, et ça va te laisser toi te faire ton propre avis sur pas mal de thèmes. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une bonne qualité d'écriture. D'ailleurs, Jane Seymour disait que Dr. Quinn, c'est un des projets dont elle est le plus fière. Et moi, je pense qu'elle a largement de quoi, parce que vraiment, c'est une série que tu vas regarder en famille, qui va aborder plein de sujets différents, des sujets sociologiques, des sujets historiques, des sujets de la vie de tous les jours. On va continuer à développer un peu tout ça, et c'est vraiment bien fait. Alors peut-être des fois ça va être enrobé avec un petit peu de côté naïf, un petit peu de côté rose bonbon quand on va parler d'amour, mais au moins je trouve que pour une série des années 90, parler de tout ça à un moment de grande écoute sur un programme qui était clairement destiné à la famille, je trouve que c'était couillu quand même. Et j'ai eu vraiment ça en revoyant la série maintenant avec mon prisme de la femme de 2020 que je suis devenue. Donc vraiment, je trouve bravo à la série. Du coup, pour rester sur les autres thèmes, non, juste avant quand même, je veux parler d'une dernière chose, c'est la relation entre Dr. Quinn et Sully. C'est-à-dire que Sully semble être un homme plutôt moderne, qui semble ne pas avoir de problème avec le fait que Dr. Quinn soit une femme médecin, qu'elle ait fait des études, qu'elle soit peut-être plus intelligente que lui, qu'elle gagne plus sa vie que lui. Au début, il a l'air assez ouvert, mais il y a quand même des épisodes dans la série où Sully quand même il fait ressortir son côté masculin, comme par exemple quand il construit leur maison, donc ils sont fiancés et il construit la maison qui doit être finie avant le mariage. Lui il a des problèmes d'argent, et plutôt que d'accepter que Dr. Quinn lui en donne parce qu'elle est bourrée de fric, non, il fait tout un caca nerveux en disant c'est l'homme qui doit faire la maison, machin chose, et du coup il est pas si libéré que ça. Il y a encore des points où finalement il est prisonnier de son temps, où il se dit non, un homme doit faire ci, doit faire mi. Il y a d'autres, en fait c'est quelqu'un, dès que ça touche à l'argent il devient super susceptible. Il y a un autre moment aussi où ils doivent rembourser un prêt, et c'est pareil, c'est genre c'est moi qui dois aller gagner l'argent, je vais pas accepter que quelqu'un d'autre me donne des sous. Il est vraiment c'est fou, alors que d'un autre côté c'est quelqu'un qui va pas hésiter à partager sa parcelle en plusieurs parties pour pouvoir donner aux femmes pour qu'elles puissent aller voter lors de l'élection du maire. Donc c'est quand même quelqu'un qui favorise le vote des femmes.
Mais en même temps, parfois, bah voilà, il va avoir ce côté où il va un peu essayer de se la jouer genre chef de famille. Genre à un moment, il est pas d'accord avec Dr. Quinn sur le train, sur l'arrivée du train, parce que pour lui, ça gâche la nature. C'est un peu un écologiste un peu trop engagé. Enfin, il fait péter des trucs à des moments. Enfin, il est pas très... C'est Sully, quoi. Et bref, il y a un moment où il fait oui, c'est moi le chef de famille, s'il y a le train, on va partir, c'est moi qui décide, quoi. Alors que non, ils sont censés agir en équipe. Et il y a des fois, Sully, il a des petits côtés comme ça qui ressortent. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais à côté de ça, c'est quand même intéressant leur dynamique de couple. Parce que on va avoir une première partie où ça va être... voilà, on apprend à se connaître, on est amis... on a une relation qui semble d'égal à égal parce que lui il va écouter ce qu'elle a à dire, il va la prendre en considération tout autant que elle va le prendre en considération, ils vont apprendre l'un de l'autre, ils ont vraiment une relation de partenaire. Après on a tout le côté amour, c'est-à-dire que Dr. Quinn au début c'est quelqu'un qui a eu un fiancé mais qui est mort à la guerre. Et donc c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience dans ce domaine-là. Et elle a du mal, elle a ce côté un peu très naïf, très fleur bleue. Et c'est vrai que souvent on a des scènes un peu qu'on pourrait qualifier de cuculapraline, mais qui sont logiques puisqu'elle a son éducation bostonienne. Et puis c'est pareil, il va être très compréhensible, ils vont être vachement dans la discussion, dans j'essaie de comprendre toi ton parcours, moi j'ai un parcours différent, on va essayer de comprendre. Je trouve que ça fonctionne très très bien, c'est ça que doit être un couple, c'est l'échange, la communication. Et même après, une fois qu'ils sont mariés, qu'il y a tout le côté c'est trop bon, c'est marié, c'était trop romantique, et on a un couple qui va fonctionner parce que c'est un couple qui va communiquer, qui va toujours essayer de trouver une solution pour trouver des compromis, pour vraiment s'arranger quand ils ont des disputes. Et finalement, je trouve que ça donne une belle image quand on cherche franchement des images de couple sur lesquelles trouver des exemples. Je trouve que Michaela Quinn et Byron Sully, ils sont intéressants pour ça parce que on voit ce que c'est quand t'es sur la durée, qu'il n'y a plus le côté romantique, qu'il y a les gosses, qu'il y a plein de choses. Trouver le petit truc qui te reste avec, mais voilà, ça fonctionne bien parce qu'il continue ce côté partenariat et à fonctionner en équipe. Et ça aussi, c'est plutôt intéressant parce que je pense qu'à l'époque, à laquelle se situe Dr. Quinn, c'était quand même plutôt novateur. Et puis je trouve que ça donne un bon exemple encore une fois, je repense à l'adolescente que j'étais, je trouve que ça donne un bon exemple de voir ce couple qui fonctionne grâce à la communication, grâce à l'entraide, au partenariat, et ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il faut, même si parfois, Monsieur Sully, il a des petites remontées de masculinité, là, de machisme qui ressort, mais Dr. Quinn arrive toujours quand même à s'imposer. C'est vrai que des fois, elle peut être un peu lourde aussi, Michaela, il n'hésite pas d'ailleurs à lui dire, parce que des fois elle veut tellement être dans le contrôle, tellement montrer qu'elle est plus forte que les autres, que des fois elle est un peu too much, et ça cause des petits problèmes aussi, donc il faut arriver à trouver le juste milieu en quelque sorte. Donc voilà pour tout ce qui est cet aspect femme engagée, femme puissante. On va passer un peu au reste parce que sinon l'émission va nous faire 6 heures. Donc voilà, la série au niveau des thématiques, on va dire un peu de la vie de tous les jours, sociologique, tout ce que vous voulez, elle aborde beaucoup de choses. Donc elle peut très bien parler d'art, de littérature, elle peut parler de psychique avec un épisode sur une fausse médium, un peu mentaliste. Qui est rigolo, mais il y a des fois elle va aborder des thèmes intéressants comme l'homosexualité. Et oui, dans les années 90, vous allez me dire il y a d'autres séries qui en parlaient, mais dans une série familiale, moi je me rappelle pas trop. C'est-à-dire qu'on a un épisode où il y a un auteur qui vient se reposer dans la ville parce qu'il se sent pas bien, il déprime, et Dr. Quinn lui dit vous devriez faire avoir auprès de vous la personne que vous aimez, c'est pour ça que vous êtes pas bien. Et du coup en fait quand cette personne arrive, les gens de la ville se rendent compte que c'est un homme, et du coup ça commence à juger, à dire oh mon Dieu c'est horrible, c'est immoral, c'est machin, gna. Alors qu'en fait ce sont juste des gens qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble, point. Et je trouve que l'épisode arrive bien à nous le montrer qu'au final c'est une étiquette, mais qu'au final c'est juste de l'amour, c'est des gens qui s'aiment, et ils s'aiment comme n'importe qui, et qui peut les juger? Personne. Enfin voilà, et je trouvais que cet épisode était vraiment bien fait, on n'avait pas de caricature comme on pouvait avoir
à la télé à cette époque-là. Donc vraiment, c'était un épisode qui était touchant parce que c'était juste un pauvre gars qui était triste parce que la personne pour qui il avait des sentiments lui manquait. Donc c'était bien fait. Voilà. Après, je vous parlais tout à l'heure d'Horace et la dépression. Alors lui, c'était intéressant parce que c'est quelqu'un, pour vous expliquer un peu cet épisode de dépression, c'est-à-dire qu'Horace, c'est quelqu'un qui, tout au long des premières saisons, avait ce fil rouge, c'est-à-dire qu'il était tombé amoureux d'une prostituée du nom de Mayra. Et bon, après bien des efforts, il arrive, enfin, c'est plutôt elle qui se casse de chez Hank, ils arrivent à se marier, ils ont un enfant. Et le problème, c'est qu'il est très, pas autoritaire, mais très possessif. En gros, il veut pas la laisser bosser, il faut qu'elle s'occupe que de leur enfant, et quand finalement elle décide de s'assumer parce qu'elle est pas du tout heureuse, elle a l'impression d'avoir quitté en fait une prison pour une autre au final, même si c'est pas qu'il est méchant, mais on sent qu'il a pas du tout confiance en elle. Et quand finalement elle se fait remarquer par Preston, le patron de la banque, parce qu'il a vu que justement elle avait des compétences en maths, en comptabilité, bah il le prend super mal, il lui fait des ultimatums, il essaie de la faire culpabiliser en disant oh bah dis donc, tu fais mal ton rôle de mère. D'ailleurs on aurait pu citer ça aussi dans le côté traitement de la femme. Bref, ça arrive à un point où finalement Mayra elle peut plus continuer comme ça et elle demande le divorce, elle s'en va avec sa fille. Et en fait là, pendant plein d'épisodes, les gens pensent que Horace va bien, mais en fait il a sombré dans la dépression et ça arrive à un point où il fait une tentative de suicide. Et en fait dans l'épisode Dr. Quinn va essayer de le soigner, mais ils essaient tous de trouver un moyen en fait de soigner cette dépression. Et on voit justement comment cette dépression-là a été perçue à l'époque, et ça permet aussi de comprendre en fait quels sont ces mécanismes, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'on peut y faire et tout. Et c'est plutôt assez, Dr. Quinn, c'est plutôt assez triste parce qu'on a l'impression que quelque part on peut pas y échapper en fait. C'est un épisode qui est très déprimant en lui-même. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est tellement pris dans ce cercle, dans ce ce côté très sombre, qu'on n'arrive pas à avoir de solution. Alors que voilà, Dr. Quinn, elle dit, il y a des solutions, mais ça prend du temps, c'est du travail. Mais nous, les spectateurs et le personnage d'Horace, on a du mal à se dire ah bah ouais, je vais m'en sortir. Et même si la fin de l'épisode, on a l'impression qu'il y a quelque chose de positif, on a toujours ce doute en disant est-ce que il s'en est vraiment sorti. Et du coup, je trouvais ça fort parce que depuis toute la série, on se fout de la gueule de Horace, mais vraiment, parce que c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage outil qui a toutes les maladies du monde, des accidents, enfin, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que, surtout avec le doublage, on a tendance à se moquer de ce personnage. Et là, quand on a cet épisode fort, justement, ça nous interpelle parce qu'on dit mince, si ça se trouve, il y a peut-être des gens autour de nous dont on se moque, ou qu'on fait pas attention et qui sont peut-être en souffrance. Et moi, c'est vrai que j'avais pensé à ça à l'époque. Et moi-même, j'étais pas bien d'ailleurs à l'époque. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'apercevoir. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bon, après, on a plein d'autres choses. Je vous ai dit, ça parle aussi de racisme, la série. Alors, sur plusieurs points, on va avoir des épisodes comme ça uniques qui vont aborder certains cas, comme par exemple un épisode sur le Ku Klux Klan, comme je vous en ai parlé. Donc, c'est-à-dire que le Ku Klux Klan arrive en ville, c'est-à-dire qu'on voit l'implantation. On a un grand, je sais pas comment on appelle ça, un grand prêtre, je sais pas comment on appelle ça, enfin un grand général du Ku Klux Klan qui arrive en ville, qui essaie de recruter des gens et qui profite de l'occasion parce que le maréchal Ferrand, du coup j'ai oublié son nom, et sa femme Grace, je retrouve plus son nom. Du maréchal Ferrand. Roberti et Grace qui décident d'acheter une maison en ville. Et jusqu'à présent, c'était genre, ah oui, on vous tolère, vous avez des commerces, y a pas de problème. Mais là, habiter dans notre ville, non mais c'est pas possible. Et du coup, on voit que le gars du Ku Klux Klan, il en profite pour essayer de recruter en disant, non, c'est pas possible et tout. Et il y a des scènes qui sont, je trouve, très violentes dans l'épisode et qui m'avaient marqué à l'époque. Notamment une scène où Grace se fait agresser. Elle se fait attraper par le Ku Klux Klan qui lui coupe les cheveux, mais n'importe comment, qui la menace et tout. Je trouve ça super violent parce que couper comme ça les cheveux, je crois que c'est avec un couteau, je sais plus si on ça. Elle est super violente cette histoire. En plus, toi, les cheveux, je vous dis, tu vois, je vous tutoie maintenant, ça. Vous êtes qu'un seul public. Non mais vous voyez, les cheveux chez une femme, c'est quand même quelque chose d'important et qu'il s'attaque à ce symbole de féminité, encore une fois, à ce symbole de peut-être de beauté. Enfin, voilà, mais c'était super violent.
Et je trouve qu'après, il y a une autre scène aussi qui m'a marqué, c'est quand elle va chez Monsieur Bray pour acheter un chapeau pour cacher ses cheveux. Et on voit qu'elle essaye de garder de la dignité, qu'elle essaye de rester forte. On voit les gens qui sont choqués autour et des personnages qui, 2 scènes avant, ont dit « Ah oui, je les adore, mais bon, c'est pas bien qu'ils viennent habiter en ville parce qu'ils ont quand même leur coin à eux. Ouais, on les tolère, mais il faut pas non plus mélanger. » Et là, du coup, avec cette scène-là, on va voir ces personnages-là qui avaient ce type de discours, qui vont changer et qui vont se remettre en question. Et du coup, je trouvais cet épisode fort aussi pour ça, parce qu'on va avoir justement ce rejet du racisme et un peu apprendre la tolérance. Et du coup, c'est fort. En plus, moi, je vois à cet âge-là, j'avais, pareil, adolescente, j'avais pas idée de ce que les personnes noires aux États-Unis, je savais qu'il y avait eu l'esclavage et tout, mais c'est vrai que je connaissais mal cette histoire aussi, et ça m'avait profondément choquée et marquée, et je sais que j'avais fait des recherches pour essayer de comprendre, parce que je me dis c'est pas possible qu'on fasse ça à d'autres gens. Donc je trouve ça bien de montrer les choses, et de faire réfléchir, et si ça a aidé des petits jeunes à prendre conscience des choses, je trouve que c'est très bien. C'est un rôle limite pédagogique pour apprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ils ont refait après la même chose avec les juifs, c'est-à-dire qu'à un moment on a des juifs qui arrivent en ville, qui sont un peu des bonimenteurs, donc ils vendent des choses, et ça plaît pas à Monsieur Bray, ça plaît pas à d'autres gens, parce qu'ils disent ils viennent nous voler notre travail, enfin vous savez, les discours habituels. Et là c'est pareil, il faut refaire de l'éducation de nouveau. Et là par contre cet épisode, je trouve qu'en termes d'écriture et de réalisation, il était beaucoup moins fort, et un peu aussi répétitif, parce qu'ils reprenaient des choses qu'ils avaient déjà fait avant. Ils auraient pu le traiter autrement, ça aurait été intéressant. Pareil, après on a des épisodes aussi sur les Chinois. Alors là c'est pas des Asiatiques, c'est vraiment des Chinois. C'est-à-dire que en fait ça pareil, je savais pas, j'ai découvert ça grâce à la série. C'est que au moment où justement on construisait les chemins de fer pour avoir de la main d'œuvre pas chère, qui travaille rapidement et autres, on engageait des Chinois donc qui avaient émigré, et ils étaient dans des camps, enfin voilà. Et on a plusieurs épisodes justement où on traite de ce sujet-là, et on voit toujours qu'il y a de la méfiance. D'ailleurs, il suffit qu'il y en ait un qui est malade, ça y est, c'est tous des pestiférés, on va brûler leur camp, on va les mettre dans un coin. Je pense que ça vous rappelle des faits d'actualité. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, à chaque fois, ce qui est récurrent, c'est que la plupart des problèmes liés au racisme, ça va être un problème lié en fait à l'ignorance de la culture de l'autre, et au fait de rester fermé et de pas vouloir communiquer. Et ça, la communication, finalement, c'est vraiment la plus grosse thématique de Dr. Quinn, c'est la communication. On s'aperçoit que beaucoup des problèmes de Colorado Springs et autres pouvaient être réglés facilement si les gens arrivaient à s'écouter et à se comprendre. Et voilà, c'est ça que nous disent ces épisodes-là aussi sur le racisme. Il faut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas, faut pas avoir peur de l'autre. Il faut essayer déjà de le connaître, de comprendre sa culture, d'être dans le respect. Et ça se passerait bien, voilà, calmez-vous. C'est aussi ça. Alors après, ça peut paraître un message un peu naïf, encore une fois, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir des messages un peu positifs. Après, quand même, le pire truc en matière de racisme qu'a montré la série, c'est tout ce qu'il y a autour des Indiens. Parce que on voit que les Indiens, en gros, enfin les Indiens, excusez-moi, les natifs américains, on voit que l'armée leur a filé des couvertures remplies de microbes, qui les ont affamés en tuant les bisons, ils les ont obligés à vivre dans des réserves. Et le pire, voilà, il y a un épisode, ça va jusqu'à un point où à un moment, Custer, le fameux général Custer, vous avez dû en entendre parler, le voir dans des westerns. Mais donc on a ce fameux général Custer qui en gros recherche soi-disant des renégats. Donc les renégats, ce sont certains Indiens qui veulent pas se laisser faire et qui prennent les armes contre l'armée. Et du coup il dit c'est pas possible, les Cheyennes qui sont près de la ville, vous allez dégager, vous allez aller ailleurs, parce que là il y a des renégats, c'est pas possible et tout. Donc les Cheyennes gentils, c'est que des familles, vraiment des choses comme ça, ils disent on n'a pas le choix, on y va. Donc Dr. Quinn nous dit au revoir à ses amis parce qu'elle s'était liée avec le chef, rappelez-vous, on vous en a parlé, Bison Noir, avec la femme de... Alors c'est Nuage d'encens, mais moi je l'ai renommé Nuage du soleil levant.
une petite bêtise, donc si des fois je dis ça, n'ayez pas peur. Donc en tout cas, elle s'était liée avec la famille de Nuages dansants. On a une histoire assez touchante aussi dans cet épisode-là, parce qu'on a Brian qui s'est lié avec un jeune indien qui lui a raconté son histoire et qui lui a raconté que sa mère lui a sauvé la vie lors d'un massacre parce qu'en fait, il était bébé et elle s'est couchée sur lui pour pas que l'armée le voie et elle lui a sauvé la vie comme ça. Et c'est vrai que c'est une histoire touchante et tout. Et en fait, un peu plus tard dans l'épisode, on a Dr. Quinn et Sully qui sont avec Nuages dansants, qui étaient venus les voir pour je sais plus trop quoi, et ils retournent vers le camp pour apporter quelque chose donc à leurs amis chez Yen. Et quand ils arrivent, et là c'est vraiment le truc qui m'a marqué, c'est ils arrivent, c'est un massacre. Toute la tribu a été massacrée alors qu'il n'y avait aucun renégat que soi-disant que Custer cherchait pour éliminer. Je vous l'ai dit, c'était des vieux, des enfants, des femmes, c'était des familles. Et en fait, ils arrivent là et ils voient tous ces gens qu'ils connaissaient, tous ces gens qu'ils ont essayé d'aider, morts, mais vraiment tués comme des bêtes. Et tout d'un coup, ils entendent un son. Et là, ils retrouvent l'ami de Brian qui était là et qui s'est sacrifié en sauvant lui-même un bébé pour pour continuer ce qui avait été fait et sauver. Et ils décident de prendre le bébé, ils repartent et puis on a tout un épisode où en gros toute la ville veut savoir ce qui s'est passé. Les gens disent quand même si l'armée ils les ont tués, c'est bien qu'ils ont dû faire quelque chose. Et là ils se tournent tous vers Dr. Quinn, ils attendent qu'elle dise quelque chose parce que c'est toujours quelqu'un qui a pris la défense des chiennes qui dit. Et pendant tout l'épisode elle est dans le silence, elle est dans le déni, on sent qu'elle veut pas en parler. Et on a une scène ensuite qui est vraiment très très forte où on peut dire bravo au travail de Jane Seymour, où en fait elle est dans sa... Là on a les animaux. Dans sa grange en train de ranger et d'un coup elle craque, elle commence à s'énerver, à donner des coups partout, à balancer des trucs, à se mettre à pleurer mais des larmes de vraiment des hurlements, des sanglots énormes où il y a tout qui sort. Et à la fin elle décide d'aller voir donc son amie Dorothy qui est journaliste. Elle peut pas garder ça pour elle. Elle va la voir, elle lui dit ok, je vais tout vous raconter, mais il faut me promettre de vraiment rien changer, de bien expliquer, parce que c'est pas normal qu'on tue des personnes innocentes, soi-disant dans un but de pacifier, de faire des choses. C'est pas normal ce qui est fait, c'est pas normal qu'on éradique un peuple pour un autre, c'est pas normal. Donc elle va lui raconter son histoire. Et après cet épisode-là, moi vraiment ça m'a marqué, je pense que j'ai pleuré aussi, parce que ça m'avait choqué de voir à quel point l'homme peut être sauvage, peut être une pourriture. Et d'ailleurs cet épisode c'est un tournant pour Dr. Quinn, parce qu'elle va devenir... avant, elle aidait tout, mais elle prenait pas non plus trop de risques. Et on voit qu'avec Sully, après cet épisode, ils vont prendre énormément de risques pour aider les Indiens, pour aider leur ami Nuages dansants qui va devenir justement un rebelle, comment on appelle ça, un fugitif, parce que c'est le seul vivant de sa tribu. Et ils vont prendre énormément de risques. On voit Sully qui va s'impliquer, parce qu'à un moment ils vont rencontrer le président. Oui, ça c'est un épisode qui est très mauvais d'ailleurs, où ils vont à Washington voir le président et ils vont déjouer un complot visant à le tuer. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'à la fin, Sully devient agent indien. Et là, il se dit, ok, je suis agent indien, peut-être que de l'intérieur, en utilisant la politique, je vais pouvoir changer les choses. Et en fait, ça va mal se passer, parce que le problème, c'est qu'il y a l'armée qui est toujours là, et l'armée, ils en ont rien à foutre des droits de l'homme, ils en ont rien à foutre de ce que essaye de mettre en place l'État. Et ça va finir qu'à la fin, Sully lui-même va être fugitif. Il va être recherché pour un crime qu'il n'avait pas commis. Voilà, ça va devenir le Lorenzo Lama de Colorado Springs. Ça va durer d'ailleurs sur toute une saison. Vraiment. D'ailleurs, c'est durant cette période-là qu'on a un autre point que j'avais pas abordé. La série parle aussi de fausses couches, et vraiment bien, parce que ça montre ce que ça représente pour une femme, la perte d'un enfant. Et je trouve qu'il est vraiment très très fort cet épisode aussi. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je vous le conseille, voilà, parce que ça aussi c'est un sujet qui est plutôt, je trouve, tabou. On n'en parle pas vraiment en fait. Donc c'est mon ressenti. Si vous avez d'autres exemples intéressants, n'hésitez pas en commentaire, vous me mettez ça. En tout cas, donc voilà, pour revenir aux Indiens, on voit aussi que justement
Oui, ça parle de racisme, ça parle de massacre, mais ça montre aussi à quel point la politique, on a beau croire, on a beau avoir des idéaux, enfin les personnages en tout cas ont des idéaux de politique, de justice, et au fur et à mesure de la série, on voit que c'est pourri de l'intérieur, c'est foutu, ils en prennent déjà conscience à la fin du XVIIIe siècle, donc voilà, je vous laisse imaginer maintenant. D'ailleurs, ça finira à la fin que Sully, il va être tellement dégoûté par les hommes qu'il va préférer protéger la nature, et donc il va travailler pour créer des parcs, des fameux parcs comme Yellowstone et tout, donc il va plutôt essayer de sauver les arbres que sauver les hommes, parce qu'il se dit c'est une cause perdue, on se tue tous entre nous, c'est mal barré. Voilà. Donc ça c'est encore les grandes thématiques qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de choses. Après il y a beaucoup d'épisodes aussi qui vont parler de science, qui vont vous montrer un peu l'état de la médecine et les balbutiements de certaines nouvelles technologies qui sont maintenant des choses qu'on maîtrise. Par exemple, la série va vous montrer les débuts de la chirurgie esthétique avec un épisode qui rend un peu je dirais qu'il y a un peu hommage à Frankenstein, oui un petit peu, où on va voir l'histoire d'un conducteur de train qui a vu un accident, qui a le visage brûlé, un peu déformé, et qui c'était un peu en vivant dans les bois, c'est devenu une espèce de sauvage. Et bien sûr Brian, toujours là, l'homme des bons coups, il fait pote avec lui, parce que lui il est pote avec tout le monde, il voit une pierre, il va être pote avec. C'est génial. En plus, il va vous saouler quand il fait des spectacles scolaires. Encore une fois, je reviens sur Brian. Le fameux « je ne dis que la vérité » qu'il nous dit pendant tout l'épisode. Il a une réplique à dire dans son spectacle. Clac, clac. Enfin bref, je vais pas repartir sur Brian. Je ferai un podcast dessus de 10 heures. Donc bref, en tout cas, Brian, donc il s'est fait un nouvel ami. Il le ramène à sa mère. Et sa mère, elle dit... tiens, j'ai un bouquin justement sur la chirurgie esthétique. J'avais trop envie d'essayer. Allez, on va récupérer de la peau là à plein d'endroits, tac tac, on va refaire le visage et tout. Et ce qui est très intéressant dans cet épisode, c'est la réaction des autres qui confondent science et magie noire en quelque sorte. Donc ils sont tout l'épisode à dire ah mon dieu j'ai peur, ah Nania qu'est-ce qu'elle fait, ah là là. Enfin c'est intéressant de voir à quel point en fait la science, même à cette époque-là, il y a encore ce côté on est méfiant, c'est peut-être de la magie, c'est peut-être diabolique, c'est peut-être autre chose. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on se dit quand même, à l'époque où ça se passe, c'est pas loin des années 1900, quand même, c'était plus évolué et tout. Et en fait, pas tant que ça. Et il y a d'autres épisodes pareil. Il y a un épisode où il y a une jeune femme qui a la lèpre. Et bien sûr, ils sont à 2 doigts de la lapider dans le village. Ils se posent pas de questions. Ouh, la lèpre, allez, dégage. Alors que Dr. Quinn va leur dire, non, il y a tel truc. Oui, là, c'est pas contagieux, là, au stade où elle en est. Enfin, elle essaie de leur expliquer d'un point de vue scientifique ce qu'est cette maladie, ce qu'on peut faire pour le malade et pour éviter la contagion. Mais les gens s'en foutent. Ils attendent juste qu'elle s'en aille. C'est va ailleurs, va dans une autre ville, comme ça, c'est pas notre problème. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Après on voit aussi, il y a certains cas un peu mystérieux, par exemple le cas d'Anthony, qui est le fils adoptif de Robert Tigress, c'est-à-dire qu'il a une maladie, elle n'arrive jamais à savoir ce que c'est Dr. Quinn, et il me semble que c'est dans un encart à la fin qu'on dit que c'est un truc qui est connu maintenant, mais à l'époque il savait pas du tout ce que c'était, et comme il savait pas du tout ce que c'était parce qu'il n'y avait pas les avancées de maintenant, et le petit malheureusement, il en est mort. Il y a plein de trucs... il y a plein de trucs comme ça, des choses où, par exemple, il y a un épisode où Dr. Quinn, il y a une grande épidémie et en fait, elle découvre la nouvelle technologie qui est celle où, vous savez, on vous met ils font ça tout le temps dans l'urgence là, l'intube, enfin qu'on vous intube. Et à cette époque-là, en fait, c'était le début, on savait pas trop comment l'utiliser et apparemment, ça causait des infections et ça tuait des patients si c'était mal mis. Donc c'était assez compliqué, assez dangereux d'utiliser ça, alors que voilà, vous comparez maintenant, vous regardez Urgence ou vous comparez des séries médicales maintenant, c'est un geste limite quotidien dans certains cas, c'est vraiment quelque chose de totalement anodin, alors que voilà, à cette époque-là, c'était quelque chose de dangereux. Donc c'est très très intéressant de voir comment des outils qui sont devenus des outils quotidiens sont nés, de voir à quel point c'était quand même pas facile c'était pas facile d'opérer, il n'y avait pas toutes les conditions sanitaires, les maladies on savait pas tout, on découvrait des nouvelles, et même celles qu'on connaissait, il n'y avait pas forcément encore le bon médicament
pour la soigner. Enfin, je trouve que vraiment d'un point de vue médecine, moi ça m'a beaucoup intéressé de voir un peu ce qui se faisait, parce qu'en plus, même à cette époque-là, on voit qu'à côté, il y a des médecins, c'est clairement des charlatans, qui vont vous dire, ah bah, buvez un petit coup là, de la boisson spéciale du docteur Bidule, ça va vous soigner, ou ah bah non, c'est un truc typiquement féminin, il faut pas toucher, alors qu'il y a une autre cause sous-jacente. Enfin, on voit qu'il y a des gens qui se posent pas de problème et qui restent limite à vous sortir les sangsues et à vous les mettre. On voit que même dans la médecine, il y a des gens qui sont très réfractaires aux avancées technologiques et qui voient ça d'un mauvais œil, alors que ça peut être que bénéfique en fait. Donc c'est vraiment intéressant aussi sur ce point de vue-là. Donc vraiment, je vous conseille de regarder ces épisodes-là. Je regarde si j'ai un peu oublié. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Attendez, je vérifie. Oui. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce résumé de tout ce qu'aborde la série. Et j'espère que vous vous êtes rendu compte que Dr. Quinn, c'est pas juste une série romantique sur une femme qui se casse à Boston, qui va au Far West et qui tombe amoureuse de l'homme sauvage avec la chemise ouverte et compagnie. Non, Dr. Quinn, c'est une série qui parle de courage, qui parle d'émancipation, d'affirmation, qui vous parle de science, qui vous parle de société, qui vous montre même, c'est une série historique limite. Bon, après je pense qu'ils ont dû retoucher pas mal de choses, mais ça vous permet d'avoir un aperçu d'un instant T et de comparer à ce qu'on voit maintenant, et que finalement on se dit ouais, peut-être il y a eu des avancées, mais finalement il y a des choses qui n'ont pas changé. Et vraiment c'est une série qu'il faut regarder et pas s'arrêter au prisme du doublage, au prisme du côté romantique. C'est pas grave, c'est l'amour, c'est comme ça, on a tous une période où on est super romantique aussi, mais ça enlève pas tout le message de la série, ça enlève pas tout ce message positif. Je trouve que Michaela Quinn, c'est vraiment un bel exemple de personnage féminin, mais vraiment, et je pense que si vous avez une ado, ou même je pense qu'à partir de 10 ans, 11 ans, on peut regarder Dr. Quinn, sauf certains épisodes qui peuvent être un peu plus choquants, mais n'hésitez pas à lui faire découvrir. Je veux dire, même le personnage de Colleen, du coup, est intéressant dans sa réaction avec Michaela, parce que justement, le fait de voir ce qu'elle fait et tout, de l'avoir en exemple, ça veut dire que elle aussi, elle veut pas se contenter de la petite existence qu'on peut lui proposer à Colorado Springs. Elle a envie, elle aussi, de faire des études, elle a envie d'être médecin, elle a envie de découvrir le monde, de voyager, et de pas se limiter parce qu'elle est une femme. Donc c'est intéressant aussi. Vraiment, voilà, c'est des beaux exemples de personnages féminins. Il y a aussi des personnages masculins intéressants. Voilà, le personnage de Sully, il a ses défauts, mais c'est quand même un personnage qui est intéressant aussi. Donc pourquoi se priver de cette série ? Pourquoi dire c'est trop vieux, je vais pas regarder ? Vraiment, j'espère que je vous aurai donné envie de rejeter un œil à cette série et de faire peut-être un parallèle avec ce que vous voyez actuellement, de vous rappeler ce que vous voyez dans les années 90. Et je trouve que vraiment c'est une série, moi je comprends qu'elle soit rediffusée, parce qu'au final elle vieillit pas. Moi ça fonctionne beaucoup, enfin ça fonctionne bien sur moi, ça a toujours mieux fonctionné que La Petite Maison dans la Prairie, où La Petite Maison dans la Prairie, j'avais un peu plus de mal avec les personnages, et il y a un côté religieux qui est pas mal fort, et ça m'a toujours bloqué. Même les histoires ne m'intéressaient pas, alors que Dr. Quinn, c'est c'est plus palpitant. Après c'est vrai qu'on a ce côté gros historique avec les natifs américains qu'on n'a pas forcément dans La Petite Maison en Prairie. C'est un autre instant T d'une autre vie. C'est vrai que ça se concentre plus sur la vie quotidienne, mais j'avoue que j'ai pas réussi à me lier au personnage de Laura, de Marie ou de Caroline, enfin tu vois, même de Charlene Gaz, j'ai pas réussi à me lier à eux comme je me suis liée au personnage de Dr. Quinn. Et voilà, donc vraiment j'espère que vous allez rejeter un œil à cette série, que vous allez redonner une chance à cette série. En plus, le final de la série est plutôt sympa, on a l'impression d'avoir une roue qui s'est fermée, enfin un cercle qui s'est fermé, et voilà, c'est un joli happy end. On voit que les gens vont avancer, que certains... on voit tout le chemin parcouru en fait par les personnages. On voit qu'ils ont tous atteint une espèce d'âge de raison. Ceux qui étaient pas bien, ils ont réussi à trouver une sérénité. Ceux qui voulaient évoluer, ils évoluent. Ceux qui voulaient trouver la paix, ils la trouvent. Enfin, non, vraiment, je trouve que c'est un chouette final. Moi, j'aurais fini là. Alors après, il y a eu 2 téléfilms. Le premier téléfilm,
franchement, il est plus que dispensable. Parce que déjà, c'est l'histoire en gros de l'enfant de Dr. Quinn et Sully qui est enlevé. Et c'est... voilà, je trouve ça très long. Pas intéressant. Et alors par contre, si vous voulez rire, vous pouvez regarder la magnifique perruque de notre ami Joe Lando. On a l'impression qu'ils ont pris une serpillière et qu'ils lui ont collé sur la tête. Il devait avoir un problème de budget perruque, je pense. Non, mais vraiment pas intéressant. Le deuxième téléfilm, à la rigueur, je vous le conseillerais, où là ça va être plus en fait Dr. Quinn et toute sa famille qui vont à Boston parce que donc Colleen a son diplôme, ça y est, elle est médecin. Et en fait, en parallèle, on a la mère de Dr. Quinn, pareil aussi, qui est un personnage, j'en ai pas parlé, qui est un personnage féminin intéressant, qui est au départ quand même quelqu'un qui est très très enfermé dans sa société bostonienne, qui a du mal, mais qui pareil, grâce à ses filles, va évoluer et va s'ouvrir elle aussi, devenir on voit que c'est quelqu'un qui était très autoritaire, très froid, et elle va devenir vachement plus chaleureuse, elle va s'ouvrir, elle aussi, elle va soutenir ses filles. C'est vraiment un personnage de mère qui est intéressant. C'est-à-dire que même si elle est en désaccord avec ses filles, il y a toujours un moment où elle va quand même les soutenir parce qu'elle les aime et parce qu'elle se rend compte de ce qu'elles font. Et vraiment, elle est cool. Et bon bref, en tout cas dans ce téléfilm, malheureusement, elle est vieille aussi, elle va nous quitter. Et donc c'est un téléfilm qui parle de deuil. Et bon, c'est pas très très gai, mais je trouve que c'est intéressant. Et quelque part, ça boucle aussi une intrigue, ça boucle toute cette relation entre Dr. Quinn et sa mère. Ça met en place aussi, Colleen, son avenir en tant que médecin, ce qu'elle veut vraiment faire. Et puis, on voit que elle va, choisir sa destinée. Elle a envie d'aider les personnes qui n'ont pas de gros moyens financiers à être soignées, parce qu'elle voit qu'on les laisse dans des hospices dégueux et qu'ils pourraient avoir une chance de s'en sortir, mais comme on les méprise parce qu'ils n'ont pas d'argent, eh bien forcément ils meurent. Donc elle a envie de les aider. Donc c'est plutôt intéressant comme projet de vie. Donc c'est bien. Donc voilà, ce téléfilm là, on peut le regarder. Il est intéressant, mais il est déprimant. Donc si vous voulez plutôt finir sur une bonne note, une note positive, vous pouvez voir juste que la série. Ça suffit amplement, et je pense que franchement, moi le dernier épisode, j'étais contente. Je me suis dit c'est cool, ils ont tous bien évolué. Jack, on voit qu'il a réussi à faire la paix avec ses démons. Il a une femme, il va s'installer, c'est génial. Robert et Grace, ils ont enfin ce qu'ils veulent. Ils vont avoir un enfant, elle est enceinte, parce que tout au long de la série, elle n'arrivait pas à être enceinte. Ils avaient adopté, puis ils avaient perdu. Enfin, ils avaient vraiment une vie, les pauvres. Donc ça finit bien pour eux aussi. Enfin, on voit qu'il y a une résolution pour chaque personnage, et ça j'aime bien. Voilà, ça c'est du bon final. Ensuite, quoi vous dire pour conclure, c'est que je sais que Jane Seymour et Joe Lando se sont rencontrés il y a pas longtemps. Il y avait une photo publiée sur l'Instagram de Jane Seymour, et il y avait des rumeurs d'un possible revival. On parle de téléfilm de nouveau, peut-être un revival sous forme de série. Pourquoi pas, on pourrait avoir Dr. Quinn grand-mère. Moi ça me gênerait pas, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait apporter autre chose. On pourrait avoir d'autres types de relations. On pourrait voir un peu l'évolution, voir comment Dr. Quinn, par exemple, va elle-même s'intégrer dans une nouvelle société, parce qu'on sera passé aux années 1900, je sais pas. Donc, pourquoi pas ? Je suis pas fermée, je pense que c'est une série sur laquelle ça peut s'y prêter, mais il faut pas non plus que ça soit trop long. Ou alors, pourquoi pas passer à Dr. Quinn Next Generation je vous fais un super accent, Dr. Quinn Junior, j'en sais rien. Non, mais pourquoi pas ? Parce que vraiment, je trouve que c'est une série qui fait du bien, qui fait réfléchir, qui permet de découvrir des choses. Moi, je sais que ça m'a... je vais arriver. Moi, je sais que c'est cette série qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire des États-Unis. Et j'étais même triste qu'en fait, à l'école, on nous en parle vaguement, mais on nous explique pas plus. Et c'est vrai que du coup, je suis allée lire pas mal de bouquins, j'ai regardé de documentaires et tout. Donc moi je trouve que c'est cool quand il y a des séries comme ça qui nous donnent envie de nous cultiver. Pourquoi pas. Donc voilà, je le conseille à la famille. C'était ma conclusion. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, parce que c'est vrai que faire un podcast tout seul, c'est pas facile, c'est un exercice. J'ai peut-être été moins drôle, parce que c'est vrai que quand James est là, il m'inspire un peu de bêtises. Mais bon, c'est pas grave, on pense fort à lui. De toute façon, je le récupérerai, vous inquiétez pas, dans 15 jours. Alors, normalement, si je me trompe pas, dans 15 jours,
on parlera d'un tout autre univers puisque nous irons faire un tour en Allemagne pour parler d'histoire de famille et de voyage dans le temps. Je n'en dis pas plus, on verra si vous devinez, parce que c'est bien un peu de mystère et de divination. En tout cas, écoutez, je vous invite encore une fois à revoir Dr. Queen, à venir en discuter avec moi, parce que j'ai bien envie d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous voyez ça comme une série qui a mal vieilli? Est-ce que c'est kitsch? Est-ce que vous y voyez quand même des choses intéressantes? Est-ce que la série vous parle encore maintenant? Est-ce que vous la revoyez? Est-ce que vous la conseillerez à un public je sais pas, un ado de maintenant, de 2020, dites-moi tout, ça m'intéresse, dites-moi ça sur les réseaux sociaux, donc James et Faye sur un peu partout, Twitter, Facebook, Instagram, Geek en série sur Twitter, Geek en série le podcast sur Facebook. Sinon, vous avez toujours le site internet jamesefay.fr où vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez nous envoyer un mail à jamesefay@gmail.com. Et sinon, n'oubliez pas, on a ce Discord extraordinaire où on parle de plein de choses. Et on s'éclate, on se donne des petits conseils comme ça de films, séries, livres à regarder, à partager. Donc c'est toujours super, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et bien voilà, chers auditeurs, je vous fais des bisous. Je fais un bisou à James, peut-être je pense que oui, c'est sûr, il écoutera cette émission parce que quand il rentrera, je lui dirai de me la monter parce qu'il est beaucoup plus doué que moi pour la technique. Parce que si c'est moi qui monte, ça durera 5 secondes, je vais tout couper à part bonjour. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un de moins maniaque qui la monte. Voilà, allez, à bientôt chers auditeurs, au revoir.